Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver. Une spéciale déconfinement à la une de Ça vous regarde ce soir avec cette question: pourquoi le gouvernement semble traîner les pieds à déconfiner totalement le pays? De plus en plus de médecins réclament un allègement des mesures sanitaires. Est-on en train de pénaliser la reprise par excès de prudence? Faut-il accélérer? On en débat dans un instant avec nos invités. On fera aussi le bilan du déconfinement dans les écoles, alors que l'on sait maintenant que les enfants ne sont pas contagieux. Seul un élève sur 4 a repris en primaire. À qui la faute? Des consignes trop strictes ou des enseignants absents? De plus en plus de parents s'impatientent. Et puis on vous racontera aussi les coulisses de la réunion des groupes des marcheurs ce matin à l'Assemblée. C'est Gilles Legendre qui est sur la sellette. Ça a chauffé pour le patron des députés de la majorité à l'Assemblée après qu'une note sur le futur remaniement à Emmanuel Macron a fuité dans la presse. Voilà pour le programme, sans oublier bien sûr le jour d'après. Ce soir, l'académicienne Barbara Cassin analyse pour nous les mots de la crise. Voilà, vous savez tout. Hashtag CVR pour réagir, c'est parti, on y va. Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi LCP. Tous les indicateurs s'améliorent et pourtant, le gouvernement a choisi son camp, la prudence. Attention quand même, n'allons pas trop vite. On a réussi à gagner une bataille par l'effort de tous, une bataille qu'il a été très difficile de gagner. On n'a pas encore gagné la guerre, donc vigilance. Voilà, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui avance à pas mesurés sur le déconfinement au risque de ralentir la reprise et à l'encontre de certains médecins comme vous, Yonata Freund. Vous êtes professeur urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, aux premières loges donc de l'épidémie du Covid. Et vous êtes de ceux qui pensaient qu'il n'y aura pas de deuxième vague et qu'il est temps de déconfiner un peu plus rapidement et totalement. Vous allez nous dire pourquoi. On verra si vous arrivez à convaincre ce soir. Coralie Dubost, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée de la République En Marche de l'Hérault. Je vous donne la parole dans un instant, mais celui qui nous livre son regard, qui nous plante le décor comme chaque soir, aller plus vite ou prendre son temps. Si j'ai bien compris, Stéphane Blakowski. Et un Stéphane rasé de près sans sa moustache, ça vous va très bien. Stéphane... C'est pour la fête des mères. Ma mère me trouvait très laid depuis 2 mois, donc je lui fais plaisir. Bon, elle a plutôt raison. Moi, j'aimais les deux. J'aimais bien la moustache. Si j'ai bien compris, alors, ce soir. Si j'ai bien compris, vous l'avez dit, Myriam, on a l'impression que le gouvernement n'est vraiment pas pressé d'accélérer le déconfinement. Alors, vous me connaissez, hein, ce serait tentant de faire mon petit chroniqueur insolent et puis de mettre en cause la prudence excessive du Premier ministre ou du ministère de la Santé. Mais enfin, c'est un petit peu délicat quand même de leur jeter la pierre, vu que nous-mêmes, à LCP, on est encore en prudence maximum et que je fais ma petite chronique confinée depuis chez moi. Bon, n'empêche, il faut bien reconnaître qu'il y a quand même de plus en plus de médecins qui plaident pour accélérer le déconfinement. C'est notamment le cas du professeur Delfraissy, qui, vous le savez, est le président du conseil scientifique nommé par le gouvernement. Alors du coup, on s'interroge. Mais pourquoi le gouvernement ne suit pas les conseils des scientifiques qu'il a lui-même nommés pour l'aider à prendre des décisions? Le problème, c'est que l'avis du professeur Delfraissy a tendance à varier d'une semaine à l'autre. Souvenez-vous, fin avril, il était complètement opposé à un retour à l'école, en tout cas pas avant septembre. D'ailleurs, il n'était pas seul sur cette ligne. C'était aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen. Regardez, il y avait un petit extrait de Marine Le Pen sur RTL qui disait « Ah bah non, certainement pas de retour à l'école tout de suite pour les enfants ». Bon. Finalement, le retour à l'école a eu lieu. Le rebond, lui, de l'épidémie n'a pas eu lieu. Donc, du coup, on entend quand même moins Mélenchon et moins Le Pen sur ce sujet. Mais le professeur Delfraissy, lui, a préféré retourner sa veste. Et aujourd'hui, il nous explique qu'il faut assouplir le protocole sanitaire à l'école. Alors, vous voyez, on peut toujours reprocher au gouvernement son manque de courage. N'empêche, c'est quand même pas si évident de prendre une décision. Surtout quand on sait que hier, le président de l'OMS a dit exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il ne fallait surtout pas accélérer le déconfinement. On l'écoute. Plus de 6 mois après le début de cette pandémie, ce n'est le moment pour aucun pays de lever le pied. Alors, pour justifier sa prudence, le gouvernement peut bien sûr s'appuyer donc sur cet avis de l'OMS, mais il y a peut-être une autre raison un peu moins avouable. C'est la crainte d'être condamné par la justice après avoir pris une décision trop imprudente. On savait déjà qu'il
Il y a des dizaines de plaintes qui ont été déposées devant la Cour de justice de la République, qui visent notamment le Premier ministre et le ministre de la Santé. Puis aujourd'hui, on a appris que le parquet de Paris s'y mettait aussi en ouvrant une grande enquête sur la gestion de la crise. Donc d'ailleurs, cette multiplication là, des recours devant la justice a fait réagir. Ce matin, c'est Damien Abad, qui est le patron donc, des Républicains à l'Assemblée, qui était sur France Inter, et puis qui a poussé un petit coup de gueule. On écoute. Je suis contre la judiciarisation à outrance de la vie politique française. Pour une raison très simple, qu'est-ce qui se passe? On met le parapluie, on ne prend plus de décision, on est paralysé, on est dans l'immobilisme permanent. Et je suis certain, d'ailleurs, que ce populisme pénal, il a certainement prolongé le confinement en France. Alors, vous voyez, quand on écoute là Damien Abad, on pourrait croire qu'il réclame un minimum d'unité nationale derrière le gouvernement pour l'aider à gérer cette crise. Mais en fait, c'est loin d'être évident, puisque par ailleurs, le même Damien Abad, lui, exige que la commission d'enquête qui a été créée à l'Assemblée se réunisse le plus vite possible et le plus de moyens possible pour convoquer les membres du gouvernement et les mettre face à leurs responsabilités. Merci Stéphane. Vous craignez, Coralie Dubost, ces recours judiciaires? C'est ça qui vous fait freiner les pieds? Pour bien comprendre, à ma droite, le camp des prudents, qui ne souhaitent pas forcément accélérer, et à ma gauche, au contraire, il faut y aller. Je vous donne la parole juste après. Vous les craignez, ces recours-là? Ça peut expliquer la timidité du déconfinement? Non, vous savez, on est dans un état de droit et que des gens aient envie de faire des recours plus ou moins fondés. On verra la façon dont ces recours prospèrent ou non. Et là aussi, j'ai un devoir de réserve, parce que la justice en fera son affaire, mais certains me semblent un peu farfelus. D'autres posent des questions à la justice, pourquoi pas, et elle y répondra. Mais certains, sont un peu excessifs. Non, Dieu alors, merci. ça n'explique pas les décisions. Et le professeur quand même, Delfraissy, quand on est politique et en charge de responsabilité, alors moi je précise, je ne suis pas gouvernement, je suis Parlement, je suis députée, mais quand on est en charge de responsabilité de décision pour l'ensemble d'une nation, on ne prend pas des décisions par crainte de la justice. Sinon, on ne fait plus rien, en fait. On arrête la politique et on fait autre chose. Il ne faut pas faire de politique si vous n'êtes pas en capacité de prendre des décisions. Jusqu'à présent, les politiques se sont appuyés sur les scientifiques. Quand le président du comité scientifique, Jean-François Delfraissy, dit qu'on peut y aller, il demande des allègements des mesures sanitaires. Pourquoi ne pas l'écouter? Vous l'avez dit, et ça a été très bien exprimé par Stéphane, que je salue de loin, même si ça nous fera plaisir de vous retrouver physiquement dans quelques temps, un de ces jours. Comme ça a été très bien expliqué, il y a eu des avis très différents. Moi, j'ai porté état d'urgence sanitaire 1, celui où on a intégré le conseil scientifique dans la loi pour la première fois. Ça n'existait pas auparavant. C'est quand même une innovation majeure de cette crise. Alors, et si on l'intègre, on le suit. Mais justement, on a beaucoup débattu dans la façon de l'intégrer, quelle place on lui donnait. Est-ce qu'on lui donnait une place décisionnaire, en substitut aux politiques? Est-ce qu'il doit se substituer aux politiques dans le cas d'une crise sanitaire? Ou est-ce qu'il a un rôle de conseil, de proposition? Et parmi d'autres experts, il y a aussi des experts en matière sociale, en matière économique, en matière éducative. Il n'y a pas que la santé. Vous connaissez que ce conseil scientifique a été au cœur de la décision tout au long de la crise. Ils n'ont pas été les seuls. Alors, la lumière a été sur eux, et c'est normal, puisqu'on était face à quelque chose qui était inédit en termes scientifiques. Alors, sauf qu'aujourd'hui, mais il est normal. On déconfine, et on déconfine plus lentement que nos voisins européens. Qu'est-ce que vous répondez aux restaurateurs, à ceux qui ont des salles de cinéma, des salles de sport, des discothèques? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais j'échange beaucoup avec eux sur la reprise économique. Bien sûr. Alors, le premier effet, c'est surtout celui du confinement. Et celui-ci, il était impossible de passer à côté. On en avait besoin. Et c'est là que les effets ont été très forts pour l'activité économique. Mais dans le cadre de la relance, au contraire, je pense que pour eux, et pour échanger régulièrement avec différents chefs d'entreprise, que ce soit des restaurateurs, des gens de l'événementiel ou d'autres secteurs, même des activités plus industrielles, c'est plutôt bénéfique de reprendre par palier, de façon progressive, parce que, vous savez, arrêter une activité pendant 3 mois et reprendre du jour au lendemain, c'est pas forcément possible dans la restauration. À Montpellier, on a fait le tour avec mon collègue Nicolas Desmoulins de quelques restaurants. Ils n'ont pas forcément embauché les saisonniers là, maintenant, tout de suite. Ils seraient pas forcément prêts à ça. Il y a des fournisseurs qui trépignent. Laissez-moi vous les chefs ont fait des tribunes de la fois. C'est pas du tout ce que disent les restaurateurs. Alors moi j'y étais la semaine dernière. Je ne sais pas quel restaurateur. Peut-être que vous avez parlé à des Parisiens. Moi, je peux vous dire, la semaine dernière, j'y étais dans ma circonscription. Ça existe, hein. Et effectivement, moi, ils me disaient qu'ils avaient besoin de reprendre au fur et à mesure pour relancer l'activité, parce que vous avez eu des modifications sur les commandes, vous avez eu des modifications parfois sur les fournisseurs. Il y a énormément de tribunes de restaurateurs qui réclament une accélération. Dans l'industrie, vous avez parfois des contrats qui ont été aussi annulés. Vous avez des changements de projets. On a un grand plan sur l'aéronautique qui vient accompagner, mais vous avez des modifications de commandes et de
de carnet de commandes qui peuvent aussi engager des modifications sur l'agencement de son personnel. Je connais énormément de chefs d'entreprise qui, en ce moment, passent du temps à discuter avec les directs sur comment est-ce qu'ils peuvent organiser sans pour autant qu'il y ait de perte d'emploi. Et ça, c'est très important. Ces gens-là, il faut les prendre en compte. Donc vous assumez le pas. Quand même des choses très positives. Donc, je voudrais saluer une initiative positive parce que ce temps de confinement et ce temps de déconfinement progressif, c'est aussi un temps de transformation et d'innovation pour certaines structures. Et je veux dire bravo notamment au FIS qui va lancer le premier e-FIS. C'est un festival sportif des sports extrêmes qui existe depuis 25 ans, qui est en France mais qui est à l'international, qui est aussi d'habitude en Chine, etc. Du coup, on peut faire un sport extrême. Alors, ce sont des riders qui sont partout dans le monde. Et oui, ça va être la première compétition en ligne. Vous allez avoir les compétitions qui se font en ligne et toute l'interaction se passe. Alors, on va numériser les riders. Bon, on entend votre position. Vous assumez, au fond, le calendrier du gouvernement. On va faire un point sur la situation. Vous travaillez à la Salpêtrière. Où en est la circulation du virus ce soir? Déjà, tout à l'heure, vous avez dit il y a deux camps. Il y a le camp des prudents et le camp des ceux qui veulent. Je suis très prudent. En fait, je ne dis pas ça de manière imprudente. Il ne faut pas dire qu'il y a les imprudents et les prudents. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit au regard de sûr, mais vous toutes avez dit, les il y a les connaissances prudents et il y a ceux qui veulent. Moi, je suis aussi prudent. Qui sont partisans pour un déconfinement plus rapide. Extrêmement prudent. Je suis effectivement partisan d'un déconfinement très rapide maintenant. Je le redirai après, mais avec une surveillance étroite. On a tous les indicateurs du monde qu'on veut. On se gargarise de nos indicateurs. On prend toutes les décisions. Bon, on les a. Ils existent. Autant faire quelque chose, mais de positif, pas pour freiner, mais pour éventuellement pouvoir accélérer et contrôler rapidement. Vous diriez que le virus est en voie d'extinction à l'échelle, déjà prenons l'Île-de-France par exemple. Le virus existe, le virus circule, vous avez des cas positifs régulièrement. Mais des cas positifs, c'est principalement des porteurs sains. Quand vous avez des clusters avec 100 personnes positives, parmi ceux-là, il y a très peu de malades. Mais quand je dis très peu, c'est très très peu. Donc le virus circule, les malades, il n'y en a quasiment plus. Et l'OMS qui dit finalement attention, prudence. L'OMS, ça ne s'applique pas à la France. C'est un peu comme certains conseils scientifiques ou autres. C'est des bonnes boussoles de ce qui a 2 mois de retard et ce qu'il ne faut pas suivre. L'OMS s'est globalement planté du début à la fin. Et là, ce qu'on a entendu, l'OMS parlait de la pandémie mondiale. C'est son rôle. L'OMS ne parle pas de la situation à Paris, dans la circonscription de Madame ou en France. Évidemment qu'au Brésil, en Inde, ce qui se passe, c'est terrifiant. Mais l'OMS ne va pas parler de nous en particulier. Quand vous dites il n'y aura pas de deuxième vague, vous l'avez écrit dans une interview au Point la semaine dernière. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Alors déjà, j'ai dit il n'y aura pas de deuxième vague cet été ou à la rentrée. Ça, c'est important. Vous avez raison de préciser. À la levée du confinement, il ne va rien se passer. Pour quelle raison? Expliquez-nous. Parce que c'est très simple, c'est la réalité clinique. Déjà, il y avait beaucoup de théories derrière parce qu'on se rendait compte que quand même, le virus n'attaquait pas tout le monde. Donc, il y a forcément une part très importante de personnes qui sont immunisées. Toutes les projections des instituts différents qui nous disent 60-70%, j'en sais rien, c'est que des projections, mais ça oublie le fait que certaines personnes sont déjà immunisées sans que ça puisse se voir. Donc toutes les projections sur qui est immunisé, qui ne l'est pas, étaient fausses. Donc on avait déjà cette sensation qu'il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas être touchés par le virus. Et puis la réalité, c'est qu'on n'a plus de malades. On n'a plus aucun malade Covid depuis des semaines et des semaines. Et là, vous êtes, je le rappelle, au cœur de Paris, la Pitié-Salpêtrière. On va regarder la carte parce que mes ça collègues peut du 93 interroger le département de l'Île-de-France. Si je prends la France métropolitaine, est en orange. C'est justifié? C'est grotesque. C'est absolument grotesque. Et en plus, les raisons qui ont poussé officiellement à mettre l'Île-de-France en orange, c'est, tenez-vous bien, que dans le Val d'Oise, il y avait non pas 2%, mais 4% de tests positifs. Alors un pourcentage, c'est grotesque puisque c'est par rapport à qui on l'a fait, combien on en a fait. Et ensuite, ils se sont dit, le Val d'Oise, par uniformisation, on va prendre les départements autour, mais on a pris que seul l'Île-de-France et pas l'Oise ou l'Eure ou des choses comme ça. Donc ça, qu'est-ce que vous prenez? On arrête de porter des masques? On peut prendre le métro? Tranquillement, sans rien. Le métro, le RER et les tramways du 93, ils sont pris même pendant le confinement et de manière assez bondée par moment. Donc là, ça ne change rien. Oui, on arrête de porter des masques à l'extérieur. Déjà, à l'extérieur. Il faudrait quand même le dire. Je veux dire, ça n'a aucun sens aujourd'hui de porter des masques à l'extérieur. Ah oui? Ça, c'est sûr, oui. Enfin, à peu près tout le monde est d'accord. Est-ce que vous avez conscience que vos confrères ont pu avoir d'autres points de vue? On a vu tout à l'heure Olivier Véran qui était devant un centre de dépistage. Il n'avait pas de masque, il était dehors. Il a bien raison. Une préconisation du gouvernement. Il a bien raison de ne pas mettre de masque. Il y a eu des maires qui ont souhaité faire des espaces extérieurs. Il y a eu une évolution des positions au cours de la crise sur le masque à l'extérieur. La ville de Levallois qui s'est dit tiens, on va obliger tout le monde à mettre des masques dans la rue. Enfin, après. Donc, quand vous dites pas de deuxième vague,
tout de suite. Ça veut dire que pour vous, le virus peut être saisonnier et revenir à l'automne ? Oui, pour moi ou pour tout le monde, il peut revenir. De toute façon, les coronavirus sont globalement de nature saisonnière et puis ils évoluent d'année en année. Donc il est probable qu'ils reviennent je ne sais pas, l'automne, l'hiver prochain, mais sous une forme beaucoup moins virulente. Mais il est possible aussi qu'il y ait quand même une partie de la population qui reste potentiellement à toucher et qui revienne sous la même forme. Et donc on ait une deuxième vague, mais d'une ampleur extrêmement moindre que celle qu'on a connue. Pourquoi elle serait moins virulente ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, déjà parce qu'il y a une bonne partie de la population qui est immunisée. Donc il circulera beaucoup moins vite. On a une idée non, de la part d'immunité ? Moi, je peux vous dire qu'on a 70%, si je fais les estimations hautes, et qu'on est tranquille, parce qu'on sait, d'après quelques études expérimentales, donc on ne va pas me critiquer là-dessus, je sais que ça ne s'applique pas forcément, mais expérimentalement, on sait qu'il y a entre 40 et 60% de personnes qui ont une immunité croisée. Plus d'un Français sur deux. Ah oui. Et ensuite, les projections sérologiques qui disaient que dans les régions qui n'ont pas été touchées, il y avait à peine 2% de sérologie positive et dans d'autres à peine 10, on s'est rendu compte que c'était faux. Immunité croisée, pour ceux qui ne comprennent pas, maintenant je pense que tout le monde a compris. C'est qu'on a chopé un immunisé rhume, par un virus précédent. Voilà, un autre coronavirus principalement. Ça doit quand même vous faire réfléchir. Non, mais il y a quand même une reprise économique qui attend. Quand vous voyez des manifestations, par exemple, dans la rue, quand vous voyez des gens prendre le métro, les manifestations, elles étaient interdites, pardon. Oui, mais que tout ça n'est pas très logique. À mon sens, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Moi, j'écoute monsieur avec beaucoup d'attention et j'entends ses préconisations et son point de vue sous l'angle sanitaire et scientifique. Comme je vous le disais en début d'émission. Il n'est pas tout seul, il y a le comité scientifique aussi aujourd'hui. Non, alors le comité scientifique, il est ça depuis 2 jours, puis il y a 4 jours, il y a autre chose, puis il y a 2 mois encore autre chose. Donc, oui, et puis je comprends tout à fait quand vous dites le conseil scientifique, on ne peut pas forcément se baser sur... Non, puis n'en prenez pas ombrage personnellement, parce que ça ne vous vise pas personnellement, mais depuis le début de cette épidémie, on a eu quand même des sauts de jambes de différents scientifiques, pas forcément que le conseil scientifique, d'autres aussi. On a entendu grippette, puis on a entendu extrêmement grave, et puis ça changeait. Les préconisations changeaient régulièrement, et je le comprends, je ne leur jette pas du tout la pierre, parce que je pense que faire face à une situation nouvelle, un virus nouveau, c'est pas simple. Et donc, ils font du mieux qu'ils peuvent, et ils ne sont pas toujours en situation de consensus. Mais ça n'empêche qu'on prête beaucoup d'attention à ce qu'ils nous disent, bien évidemment, mais moi je reste convaincue que la décision politique, qui n'est pas la même chose qu'une préconisation sanitaire, la décision politique sur l'ensemble d'un pays avec d'autres enjeux, c'est de trouver des équilibres entre les différents enjeux. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains pans de l'activité, finalement, c'est affreux à dire, mais c'est presque plus facile d'appuyer sur le bouton off de la France et de dire on confine tout le monde, on arrête l'activité, et pendant qu'elle est arrêtée, on s'occupe des aides économiques, de remplir des documents, etc. Qu'est-ce que vous redoutez d'un mot ? Qu'est-ce que vous redoutez le plus ? On a l'impression que l'activité économique où on n'a pas encore de solution, c'est celle qui exige de grands rassemblements, notamment l'événementiel, sont ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui, et on les comprend bien. Mais il n'y a pas que l'économique, il y a aussi la politique. Vous n'avez pas envie que l'Assemblée reprenne des séances non plus à 150 mais bien sûr que l'Assemblée pleine, cœur battant, hurlant, vociférant toute la nuit me manque, bien évidemment. Il me tarde. Mais vous savez bien que l'Assemblée a été l'un des premiers plus gros clusters. Ça a été très impressionnant. Et d'ailleurs, j'en profite pour adresser une pensée à tous mes collègues, dont certains très proches, qui ont traversé des épreuves particulières avec ce virus. Et je comprends qu'ici, on soit aussi un peu traumatisé de cette séquence et qu'on prenne le temps de vérifier qu'on ne mette personne en danger. Je le comprends parfaitement. Il faut prendre en considération aussi, quand vous êtes en politique, pas seulement les enjeux économiques, vous avez raison, pas seulement les enjeux sanitaires, mais aussi des enjeux sociaux, des considérations psychosociales sur la façon dont une population est prête à reprendre. Sans trahir un secret, tout à l'heure, avant d'entrer en plateau, nous en discutions, on se disait que quand même les réactions des Français en général, sans viser une catégorie de personnes socio-économiques particulières, réagissaient de façon très différenciée. Vous avez ceux qui sont encore très effrayés, très traumatisés, qui ont du mal à ressortir et à reprendre une vie, qui ont peur de retourner au travail, et vous avez ceux qui, au contraire, à l'autre extrême, vous avez toute une gamme, mais à l'autre extrême, vous avez ceux qui s'en moquent, qui blaguent en se touchant les corps au comptoir d'un bar, etc. Il y a urgence économique. Ce confinement, il a coûté 10 points, 11 points de PIB. C'est là où la progressivité peut être extrêmement positive, c'est que dans ce panel de réactions pas post-traumatique, mais quasi quand même, 3 mois de confinement, ça n'arrive pas non plus toutes les années en France. Ça permet aussi de reprendre des habitudes nouvelles tous ensemble et de se recaler un rythme de vie en société. Jonathan Freud. Je ne pense pas du tout que les gens vont être choqués à l'idée de reprendre immédiatement une vie normale. Je pense qu'ils vont globalement être très contents, que ce soit les artisans, les entrepreneurs, les gens dans la rue et la vie sociale. Qu'est-ce qui vous semble le plus incohérent dans ce que nous traversons aujourd'hui au regard de vos connaissances scientifiques ? C'est quand on parle de « il faut être progressif ». Bon, initialement, je comprends vraiment qu'on soit prudent, comme vous dites. Mais on déconfine le 11 mai et depuis quelques jours, quelques semaines, nos indicateurs sont extrêmement performants. Sinon, tous les soirs, on ne ferait pas un super point génial en égrenant tout ça. Mais il y a moins de contamination 3 semaines après la levée du confinement qu'il y avait au plus bas, donc au plus fort du confinement.
à l'époque où vraiment les gens étaient chez eux depuis 2 mois. Ça veut vraiment dire que avoir commencé à élargir un petit peu et à lever le confinement n'a pas du tout augmenté le nombre de malades et qu'il a continué à baisser. Parce qu'on a attendu d'avoir un R0 qui était bien descendu pour déconfiner. Alors, le R, c'est la R0, c'est quoi? La contagiosité du virus. Il faut arrêter avec ce R. Ce R est absolument grotesque, encore une fois. Le R, pour ceux qui le R, ça ne va être connaissent pas. une approximation extrêmement grossière du nombre de personnes contaminées par une personne qui est contaminée. Et donc ça n'a aucun sens de parler du R quand vous avez des endroits... C'est ça, du nombre de personnes que ça peut amener à contaminer. Si je vais contaminer 3 personnes, le R est à 3. Mais ça n'a rien à voir entre que ce soit dans un endroit à très forte densité de population ou un endroit ou dans la campagne. Oui, c'est une moyenne. Ce R, oui, mais ça ne veut rien dire du coup. Non mais attendez, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est quand même très important. Tout le monde dit oui, mais c'est parce qu'il y a eu le confinement qu'on a fait baisser ce fameux R. C'est pas la question. La question est qu'il y a des gens qui sont malades actuellement. Il y en avait vraiment très peu il y a quelques semaines, mois. Là, il y a moins de contamination. On pourrait dire toutes les simulations de nos copains modélisateurs, l'Institut Pasteur à d'autres, ont tous dit voilà, le R va remonter tout doucement à la levée du confinement. Je ne m'explique pas, d'après toutes ces modélisations, aucune n'a pris en compte la possibilité que le 10 juin, les chiffres ne sont pas tombés, mais je les connais déjà, j'en suis sûr, c'est qu'il y a un peu moins d'hospices qu'hier, que le 10 juin, il y ait moins de patients hospitalisés que le 11 mai. J'aurais juste comprendre, je m'adresse aux scientifiques. Je peux poser une question, s'il vous plaît? Stéphane, pardonnez-moi. Parce que là, j'écoute le professeur Freud, que je trouve extrêmement convaincant. Là, c'est sûr qu'il marque des points quand on l'écoute, mais on a même l'impression qu'il est en train de nous dire que le confinement était une erreur, qu'on pouvait peut-être difficilement éviter, mais que rétrospectivement, c'était une erreur qui nous a plombé pour une très grosse crise. Alors, à aucun moment, tout ce que j'ai dit peut suggérer ça. Le confinement était indispensable. Le confinement C'est le confinement qui nous a permis de faire en sorte qu'il n'y ait plus aujourd'hui d'un taux élevé de cas en réanimation, ou est-ce que c'est ce virus qu'on ne comprend pas? Ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le confinement a sauvé des milliers de vies, peut-être des dizaines de milliers de vies, parce que les hôpitaux étaient complètement saturés et qu'il fallait surtout casser le pic. Après, est-ce que le virus lui-même aurait duré autant si jamais on n'avait pas confiné? Probablement pas. C'était indispensable ce confinement. Il ne faut surtout pas dire qu'on n'a pas dit ça. D'un mot pour conclure, le mot de la fin, Coralie Dubosc. J'allais dire, comparant avec ce qui se passe au Brésil ou dans des endroits où on n'a pas pris au sérieux ce virus et on n'a pas mis en place des mesures de sécurité et de confinement comme ici. Suède de l'autre côté. Vous avez effectivement beaucoup plus. Vous reconnaissez qu'un reconfinement total va être difficile? Je ne le souhaite pas, bien évidemment. Je pense que personne ne le souhaite. Il faudra piloter les choses de façon plus fine. Ça ne pourra pas arriver. Maintenant, on a des indicateurs et on a les masques, et on a les tests et on a les masques. Eh bien, on va s'arrêter là. Je n'avancerai pas sur cette note positive. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau d'LCP. La question du déconfinement, elle se pose évidemment dans tous les pays qui sont touchés par le coronavirus. Et aux États-Unis, alors Donald Trump, vous le savez, fait tout pour que ça aille vite, très vite, pour limiter le choc économique à l'approche des élections. François Durper, comment ça se passe? J'imagine qu'une autre actualité vient percuter tout cela. Cette épidémie, elle n'échappe pas à l'histoire des épidémies du passé, c'est-à-dire qu'on s'en sort socialement avant de s'en sortir médicalement. Ça veut dire que le virus continue à circuler, même s'il circule plus lentement. En revanche, ce qui circule beaucoup moins bien, c'est l'information sur le virus. Il n'y a qu'à regarder la presse américaine. Les sujets sur le Covid-19 ont considérablement baissé. On parle principalement de Black Lives Matter, de la police américaine et beaucoup moins du Covid-19. 3 sujets en revanche sur le déconfinement. D'abord, déconfinement et manifestation avec des experts médicaux convoqués sur les chaînes info américaines. Certains disent attention, c'est dangereux, attention au risque de deuxième vague. Il y a des foules denses dans les manifestations. Il y a le fait d'être arrêté par la police et d'être confiné dans des cellules. Il y a l'utilisation des gaz lacrymogènes. Et puis, on crie, on chante, évidemment, ce n'est pas propice à la lutte contre le Covid-19. Certains experts disent en revanche que l'on est sur les beaux jours, qu'on est au grand air, qu'il y a des masques dans les manifestations et que le risque de deuxième vague est quand même très très mince. Deuxième sujet, le déconfinement économique avec les chiffres du chômage. C'était vendredi dernier, on s'attendait à 8 millions de chômeurs en plus et non. Bonne nouvelle pour Donald Trump, 2 500 000 chômeurs en moins. Et puis, on parle également de déconfinement scolaire aux États-Unis. Les écoles restent fermées ici et beaucoup d'articles de presse sur le fait que les Européens, on cite notamment la France, sont parvenus à ouvrir leurs écoles.
alors qu'ici, les écoles sont toujours fermées, les écoliers à la maison. Quant aux universités, vous voyez, les étudiants, ils sont dans la rue, ils manifestent pour Black Lives Matter. On n'est pas prêt de voir les universités et les écoles américaines rouvrir. Eh bien justement, on va en parler des écoles cette fois en France. Merci Françoise, c'est le deuxième volet de cette spéciale déconfinement. Les écoles, là encore, la reprise est poussive, le protocole sanitaire s'adapte mal à la décrue de l'épidémie et les parents, ils frôlent le burn-out. Avant d'accueillir nos invités, voyez le reportage de Marion Becker et Nathalie Guilloire dans un collège de Clichy-la-Garenne où les 6e, 5e ont repris les cours cette semaine. Pour moi, c'est vraiment l'enfer en fait. Je n'aime pas trop mon métier en ce moment alors que pourtant je l'adore. Aude de Lombarès est professeure de lettres à Clichy. Depuis une semaine, elle a retrouvé une partie de ses élèves en classe. Alors, c'est parti. Enzo, tu peux nous lire ton propre travail. Vas-y. Un air printanier, un chemin le long du bois, le bonheur en moi. Qu'est-ce que vous pensez de son travail ? C'est beau, hein ? Ici, 40% des familles ont préféré garder leurs enfants chez eux. Alors, elle doit assurer à la fois les cours en classe et à distance. Un défi, des journées de travail à rallonge et beaucoup d'énergie pour assurer le suivi de chaque élève. Eh bien, cette période est très compliquée puisqu'il faut effectivement s'occuper de ceux qui reviennent. Ça, c'est plutôt du bonheur de les retrouver. Mais la préparation des cours n'est pas la même que celle à faire pour les élèves qui sont restés à la maison. Et pour moi, ce qui est le plus difficile dans cette période, c'est de faire le mieux possible, mais tout en sachant que je ne fais pas aussi bien que j'aimerais. Là, l'impression de devoir être sur tous les fronts à la fois, tous les feux allumés de tous les côtés, et je suis un peu en difficulté en ce moment. En septembre, retrouver tous les Oui, et c'est un septembre normal, s'il vous plaît. Et le confinement a amplifié les fractures sociales et numériques, comme dans la classe UPE2A, qui accueille les élèves qui ne parlent pas français. Comment faire la classe à distance à ces élèves ? Tout se passait par téléphone. On a créé un groupe WhatsApp aussi. Et puis, donc pour les élèves les plus en difficulté, je les appelais à des heures fixes aussi. On pouvait passer une demi-heure sur 2-3 questions pour les lancer dans l'activité. J'ai eu un élève décrocheur. Dans l'UPE2A, même si je suis restée en contact avec la famille, avec la grande sœur, il a décroché au moins pendant un mois. Ouais, c'était compliqué. Toute l'équipe éducative a dû se réinventer pour motiver les élèves les plus en difficulté et les faire revenir au collège. Grâce à tous ces efforts, le collège compte très peu de décrocheurs. Ce qui nous semblait, nous, prioritaire, c'était vraiment de maintenir le lien. Et de ne pas perdre les élèves, éviter la rupture. Donc c'est aussi ce qui était en jeu. La continuité pédagogique, elle va se jouer surtout quand on va pouvoir récupérer tous nos élèves et évaluer quels sont les écarts entre les élèves les plus en difficulté et ceux qui ont pu continuer à avancer. C'est sans doute en septembre que le collège pourra évaluer ces écarts entre les élèves. Certains collégiens auront passé 6 mois loin des salles de classe. Bonsoir Yanis Roder. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans un collège en Seine-Saint-Denis. Vous enseignez, si je ne dis pas de bêtises, pour l'instant à distance. Vous n'avez pas encore repris ce qu'on appelle l'enseignement en présentiel et vous pilotez l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès. Vous dialoguez ce soir avec Bruno Studer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vous aussi professeur d'histoire-géo de profession. Vous êtes député La République En Marche et président, de la Commission des affaires culturelles qui s'occupe d'éducation, affaires culturelles Absolument. Et éducation nationale à l'Assemblée. Franchement, monsieur le député, peut-on se satisfaire de cette situation ? Vous avez, si on regarde les chiffres, seul un élève sur 4 a repris en primaire, avec parfois 1 voire 2 journées maximum par semaine de cours. Un collégien sur 10, là encore, pour des heures très réduites. Et pour le lycée, ce sera en tout et pour tout 1 journée pour marquer la fin de l'année. Franchement, il est temps que ça reprenne, non, dans les écoles ? Pour répondre à votre première question, non. On ne peut pas se satisfaire de cette situation, c'est clair. Pour autant, il ne faut pas oublier d'où on vient et où on était encore il y a quelques semaines, en termes d'incertitude sur ce qui allait être possible. Aujourd'hui, on se rend compte que le champ du possible est bien plus large que ce qu'on envisageait alors, parce qu'il ne faut vraiment pas oublier Mais d'où on on vient. le sait maintenant, les enfants ne sont pas contaminateurs. Voilà. Ils ne sont pas contagieux. Absolument. Ça change la donne quand même. Absolument. Énormément. Non mais bien sûr, parce qu'au départ d'ailleurs,
quand on a fermé les écoles, ce n'était pas pour protéger les enfants, c'est pour protéger les plus âgés, les plus vulnérables. Il n'a jamais été question de fermer les écoles pour protéger les enfants. Simplement, on avait les connaissances de l'épidémie grippale, où effectivement les enfants étaient contaminés et contaminateurs. Et donc on a appliqué, en fonction des connaissances que l'on avait, ce modèle-là. Maintenant, effectivement, les études, en France notamment, celle du professeur Cohen, montrent que les enfants sont, s'ils sont contaminés, assez peu contaminateurs. Une étude... Donc ils deviennent un peu tous prioritaires, les enfants. Mais bien sûr. Pour l'éducation, il y a urgence, parce qu'on leur dit ils ne sont pas prioritaires, on va laisser la place aux soignants. Aujourd'hui, avec cette étude, tous les élèves doivent revenir, oui ou non? Mais tous les élèves doivent revenir à l'école. Avant l'été, si c'est possible, il faut faire en sorte que ce soit possible. On a un protocole sanitaire, il est fortement questionné aujourd'hui. Il va peut-être falloir l'assouplir assez rapidement pour permettre dans certains établissements. Tout simplement, c'est ce que vous souhaitez? Oui, moi je le souhaite. Bon, on va y venir, parce qu'il concentre toutes les critiques. Mais il faut faire revenir les enfants à l'école et il faut faire revenir les professeurs à l'école. Expliquez-nous votre situation, Yanis Roder. Vous enseignez toujours à distance, c'est ça, 2 fois par semaine? Quel niveau? 3e. J'ai des élèves de 3e en collège. Pour les 3e, pas encore de reprise, c'est ça? Non, il est prévu, comme nous sommes une région orange, il est prévu peut-être une reprise le 22 juin. Et plus globalement, sur la Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette reprise timide? Là où, dans un département, évidemment, parce que on se dit qu'il y a urgence. Nécessairement, monsieur le député le rappelait, le protocole sanitaire est relativement strict et donc oblige les chefs d'établissement et les structures qui gèrent la sécurité dans les établissements à adapter au plus près possible de ce protocole afin d'assurer la sécurité. On a le sentiment d'un immense décalage entre ce que dit Jean-Michel Blanquer, 90% des écoles ont rouvert, et la réalité du terrain. En fait, ils ne sont pas là, les élèves. Les écoles ont rouvert, ça c'est une évidence, et monsieur le ministre a raison de le rappeler. Maintenant, effectivement, les protocoles sanitaires sont stricts, il faut les respecter. Alors parlez-nous de ce protocole sanitaire. Le protocole sanitaire, il fait... 100 pages, c'est ça Oui, non, c'est un peu moins de 60 pages, mais c'est un protocole qui dit les choses et qui définit les choses de manière très stricte sur l'absence de contact, les sens de circulation, le nombre d'élèves dans les classes, le sens de montée, le sens de descente, etc. Avec la règle des 1 mètre partout, oui, à la cantine, entre les tables, dans les couloirs, dans la cour. Mais ça ne peut pas se respecter dans une école. Ça peut se respecter, mais au prix justement si vous voulez, d'une école pour seulement quelques dizaines d'élèves. Il faut l'assouplir, ce protocole. Oui. Qu'est-ce qui doit changer alors? Il doit changer certainement ces règles de distanciation sociale, physique. Pardon, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ce terme-là. En Belgique, la règle des 1 mètre, notamment pour monter dans les classes, a sauté. Oui, après, il faut encore une fois se rappeler où on était. Il y avait une vraie phobie, j'utilise le terme, du retour à l'école. Vraiment, quand vous parliez de retourner à l'école, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont exprimées pour dire on peut attendre septembre, ça peut attendre maintenant. Non, on a fait un choix qui est de dire... Non, mais là, vous refaites toujours le film. Non, mais c'est important, mais effectivement. Et ensuite, ce protocole a été fait dans un laps de temps très court par une entreprise, Veritas, qui n'est pas habituée du tout à faire des protocoles pour des écoles. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui doivent être assouplies. Et ça, c'est le rôle maintenant du ministère que d'organiser l'élaboration d'un protocole plus souple avec des professionnels, comme cette entreprise, mais aussi accompagné par des représentants des enseignants, des représentants des chefs d'établissement pour, ici et là aussi, donner plus de souplesse au local, parce que c'était un des enjeux qu'on voulait vraiment mettre en évidence au départ, c'est-à-dire donner des marges de manœuvre. Aujourd'hui, on se rend compte que ces marges de manœuvre, du fait de ce protocole, finalement, elles n'existent pas trop, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, on va regarder ce que va dire le ministre sur ce protocole. Il reste quand même encore quelques semaines de cours pour le primaire, pour le collège aussi, pour certains. Pour les lycéens, en juin, ça s'arrête. En là, ils vont aller, on va essayer justement, en disant que le baccalauréat... Non, mais c'est important, vous voyez, en disant le baccalauréat se fait sur contrôle continu et pas sur épreuve finale, on privilégie les semaines de cours aux semaines d'examen. Est-ce que vous seriez favorable à rendre obligatoire l'école maintenant? Mais l'école... Non, mais elle n'est pas obligatoire en France aujourd'hui pendant le Covid. Non, mais l'école n'a jamais été obligatoire. Il faut qu'on se dise les choses. C'est l'instruction qui est obligatoire. Tout à fait. Non, mais il faut se dire les choses. Maintenant, est-ce que c'est possible? Non, mais vous pouvez... c'est vrai que ça me surprend. C'est l'instruction qui est obligatoire. Vous avez des parents qui même au-delà de 3 ans... Mais bien sûr. C'est pas l'école qui est obligatoire. Des parents peuvent oui, c'est vrai, mais faire l'école à la maison. Alors, on est quand même sur des taux à 99% de scolarisation dans le pays. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, vous avez des enfants qui sont inscrits. Et ceux-là, bien entendu, une fois qu'ils sont inscrits, il faut
la rendre obligatoire maintenant, de toute façon, il faut avoir un message très clair. Effectivement, la place des enfants, c'est à l'école. Il faut vraiment que les parents soient rassurés par rapport à ce que leurs enfants ne risquent pas, au fond, en allant à l'école. L'étude allemande, vous m'avez coupé tout à l'heure, montre que les enfants, pendant le confinement, la courbe a continué à augmenter. Ça veut bien dire qu'ils ont été contaminés à la maison par les adultes qu'ils fréquentaient chez eux ou dans l'entourage proche, mais pas à l'école. C'est pas à l'école que les enfants risquent d'être retourner à l'école. On entend retourner à l'école. Et les profs alors, est-ce qu'ils sont présents? Franchement, vous avez vu ce papier de l'opinion qui explique que certains professeurs, pas tous, il faut professeurs tir au flanc là, non mais il faut arrêter avec qui ont disparu dans la nature. Oui, alors ça, moi, je n'ai pas les informations pour aller dans le sens de ce que dit le journal L'Opinion, parce que ce que je vois, moi, autour de moi, c'est que l'immense majorité des professeurs que je connais ont travaillé et ont beaucoup travaillé parce qu'il a fallu s'adapter à des situations qui étaient pour eux, comme pour les élèves, bien sûr, totalement inédite. Il a fallu improviser parce que, à titre personnel, je n'avais jamais fait un cours en visioconférence, vous vous doutez bien de cela. Je savais me servir de logiciels, mais faire des cours en visioconférence... Donc c'est plus de travail. C'est beaucoup plus de travail. Donc l'immense majorité des enseignants se sont adaptés, ont fait beaucoup d'efforts et ont beaucoup travaillé en s'investissant. Après, l'opinion a sûrement fait son enquête, je ne sais pas. Enseignants en roue libre, contrôle inexistant, des absents, direction surjouant la protection sanitaire, ça existe ou pas ces situations-là? Ça doit sûrement exister. Moi, je n'ai pas d'informations là-dessus, donc je ne peux pas corroborer ce que dit le journal L'Opinion. Je vous dis, moi, ce que je vois autour de moi, c'est un investissement très important des enseignants. Qui est le plus pénalisé par cette absence de scolarisation? Ce sont les élèves eux-mêmes, je pense à la Seine-Saint-Denis, ou les parents qui n'en peuvent plus? Non, les élèves. Alors, ce sont d'abord les élèves. Ce sont d'abord les élèves, et notamment, je crois, les élèves des familles des quartiers populaires des grandes agglomérations, qui ont à souffrir de ce manque d'école. D'abord parce que, vous savez, les parents de ces élèves, ce sont les parents qu'on a eus en première ligne, si je reprends les termes aujourd'hui usités, ces parents qui tenaient la logistique qui nous a permis à nous d'être confinés. Et ces parents, ils ont travaillé. Ils n'étaient pas à la maison. Ces parents, ce sont ceux qui souvent n'ont pas la possibilité d'aider leurs enfants dans les devoirs, dans le travail à la maison, dans le suivi scolaire. Donc, beaucoup de ces enfants se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Un enfant, ça reste un enfant. Donc, c'est difficile pour lui. Dans votre cas personnel d'enseignant, il y a eu beaucoup de décrocheurs? Énormément en réalité. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile. Et il faut avoir en tête une chose, c'est que bien sûr, il y a le retard scolaire, et vous avez parlé, monsieur le député, de ces gens qui disaient, oui, bon, on peut attendre septembre, finalement 3 mois sans école, sans oublier l'été, ça fait presque 6, c'est pas très grave. Sauf que l'école, c'est pas seulement l'apport de connaissances, c'est aussi un cadre physique, un cadre social, c'est un rythme, c'est une insertion sociale, et tout cela, ça compte énormément dans ces familles. Alors on va regarder du côté de nos voisins, et je vous redonne la parole tout de suite après, Bruno Studer. Quel choix ont fait les autres pays européens? Bonsoir Richard Verly, dans votre chronique ce soir, vous allez nous parler de 2 pays, l'Italie qui a décidé de fermer ses écoles jusqu'en septembre, et l'Allemagne, qui les a toutes rouvertes le 6 mai dernier. Effectivement, Myriam, j'entendais parler de confiance, la confiance de l'État dans la capacité des écoles à assurer la distanciation sociale, la confiance des parents. Eh bien, il y a 2 exemples qui sont très parlants au niveau européen. À côté de la France, c'est l'exemple italien et l'exemple allemand. Alors, côté italien, c'est la décision de tout reporter à septembre. Les écoles sont restées fermées. Pourquoi? Essentiellement, d'abord parce que certaines régions, il faut le dire, en Italie, sont HS. Elles ont vraiment été frappées très durement par l'épidémie. Les syndicats enseignants se sont prononcés contre le retour dans les écoles. Et il y a également le facteur politique. Parce qu'en Italie, pour l'instant, ce qui compte, c'est la paix sociale. Vous savez que le gouvernement de Giuseppe Conte a une très faible majorité à l'Assemblée nationale. Il est contesté par le leader de la droite dure, Matteo Salvini, qui d'ailleurs vient de faire sa rentrée politique et qui n'attend qu'une occasion de tomber sur le gouvernement. Donc il y a cette volonté au fond de pacifier en laissant pour l'instant la réouverture des écoles de côté, également parce que ce n'était pas possible de le réouvrir toutes en même temps dans toutes les régions. Et puis il y a l'exemple l'Allemagne. Alors l'Allemagne, vous savez, on le dit toujours, l'Allemagne, c'est d'abord le pays de l'apprentissage, ne l'oublions pas. Il y a plus d'1,5 million d'apprentis en Allemagne, contrairement à la France où il y en a seulement 400 000. Eh bien, en Allemagne, tout le monde
doit rentrer à l'école et c'est intervenu le 18 mai. Et c'est très important parce que ça correspond au fond au pari qu'a fait l'Allemagne. C'est le pari de l'économie. Parce que faire rentrer les enfants à l'école, c'est également permettre aux parents de retourner au bureau ou dans les entreprises. Et de ce point de vue-là, il y a eu peu de contestations, sauf dans un Länder, la Saxe, qui a obtenu le droit pour les parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Mais on voit bien deux modèles qui sont des modèles également dictés non seulement par la question des écoles elles-mêmes, mais aussi par la nécessité de la paix sociale ou, dans le cas de l'Allemagne, de redémarrage économique. Merci beaucoup, Richard. Qu'est-ce que vous répondez à cette chronique qui nous montre que l'Allemagne a fait le choix de l'économie? Redémarrer l'économie, c'est rouvrir les écoles. D'abord, c'est un peu plus progressif que ça, ce qui se passe en Allemagne. Parce qu'au départ... Tout le monde à l'école le 18 mai. Non, parce qu'en Allemagne, au départ, il y a un retour des élèves des gymnasiums dans les Oberstufen, c'est-à-dire les niveaux les plus élevés. Et puis ensuite, effectivement, petit à petit, on a fait rentrer tout le monde. Après, on peut parler de l'Allemagne, on peut parler d'Italie. En Allemagne, d'ailleurs, entre les Länder, on voit bien qu'il y a des politiques différentes qui ont été mises en place. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la France. Sincèrement, on ne peut pas se dire que les enfants restent à la maison jusqu'au mois de septembre. Déjà, parce qu'encore une fois, vous allez dire, je reviens en arrière, mais quand on dit on commence à déconfiner, on se dit aussi, mais dans quel état est-ce que le pays va être au mois de septembre? Et c'est pas au mois de septembre qu'on improvise une rentrée scolaire sans avoir de données, sans avoir d'enseignement. Des colonies apprenantes pour essayer de compenser... Alors, il y a tout un tas de choses qui ont été annoncées pour cet été. Les vacances apprenantes avec l'école ouverte, l'école buissonnière, les vacances apprenantes. C'est tout un tas de dispositifs qui sont aux mains maintenant des administrations déconcentrées, c'est-à-dire les rectorats en lien avec les collectivités. Mais là encore, le plus important... c'est qu'il va falloir aller chercher les enfants un par un. Donc ça veut dire qu'il va falloir une vraie coopération avec les conseils départementaux notamment. Est-ce qu'il y a encore des réticences au niveau des parents à mettre les enfants à l'école? Énorme. Vous les voyez, vous, sur le terrain? Bien sûr, énorme. Mais j'ai envie de dire, pour nuancer un tout petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, si je peux me permettre, c'est que bien entendu, il y a des enfants qui sont prioritaires dans les quartiers prioritaires, ça s'appelle comme ça. Mais même un enfant qui est très bien à la maison avec des parents qui sont présents, etc., cet enfant, il a besoin de retrouver l'école. Il a besoin maintenant, c'est long. En plus, le confinement a produit des effets psychologiques qu'on va petit à petit découvrir. Moi, je rencontrais hier un des représentants lycéens de ma circonscription qui me disait mais j'ai plein de collègues, d'élèves qui pleurent le soir à la fin de la journée parce que c'est dur. C'est dur. Et donc, il faut vraiment Allez, on a compris le message. Il faut revenir à l'école. C'est dit. Bruno Studer, vous restez avec nous. Je voudrais quand même vous entendre sur Gilles Legendre, vous savez, votre président de groupe, qui est dans la tourmente à cause d'une note destinée au président de la République, qui s'est retrouvée dans la presse. Est-ce que j'ai bien résumé les choses, Thomas Després? Oui, exactement, Myriam. Le torchon brûle entre Gilles Legendre et certains députés de la majorité. Ce matin, la réunion de groupe a été agitée. Je vous raconte tout ça. Jingle. C'est la publication de cet article dans Marianne vendredi matin qui a mis le feu aux poudres. Le journal publie une note confidentielle qu'a rédigée Gilles Legendre à Emmanuel Macron. Il critique Édouard Philippe pour son manque d'implication dans la majorité. Il conseille également le chef de l'État sur le futur remaniement. Il voit bien Bruno Le Maire nommé Premier ministre malgré son faible charisme. Et puis Gilles Legendre propose également un nom pour le poste de porte-parole du gouvernement à la place de Sibeth Ndiaye. Il se verrait bien être lui-même nommé. Une note qui choque certains députés, d'autant plus que Gilles Legendre ne voit aucun député de la majorité pour le poste de Premier ministre. Le sujet a été longuement débattu ce matin dans la réunion hebdomadaire du groupe, même si lorsqu'on pose la question aux députés, il se montre peu bavard. Il y a un petit mot sur la réunion de ce matin ? Non, pas sur la réunion. On a eu des discussions en interne qui, à mon sens, doivent rester en interne. Je crois que la réunion s'est bien passée et que le groupe vit bien. Alors ça, c'est pour la réponse officielle. Mais en réalité, Gilles Legendre a fait l'objet d'un tir groupé de plusieurs figures de son groupe. Ce n'est pas en répétant unité, unité, unité qu'on va y arriver, à lancer l'agriculteur Jean-Baptiste Moreau. Cette note relève du niveau du café du commerce, a-t-il poursuivi. Et puis les députés craignent également que cette note entache les relations du groupe avec le Premier ministre. Il est difficile d'assurer ce relationnel de confiance si tu demandes le changement du Premier ministre, a dit Aurore Berger. Je m'interroge sur la manière avec laquelle tu peux continuer dans cette configuration, a lancé de son côté Roland Lescure. En creux, Stéphane Travert, un des proches d'Emmanuel Macron, a lui aussi posé la question du maintien de Gilles Legendre à la tête du groupe. Chacun doit prendre ses responsabilités, celui qui a rédigé cette note, et puis savoir ce que l'on veut.
Parce que c'est la réussite de ce pays, la réussite du Premier ministre, la réussite du Président de la République. Moi, c'est les seules choses qui m'intéressent aujourd'hui. De son côté, Gilles Legendre n'entend pas démissionner. Il l'a dit ce matin, sa loyauté et sa confiance envers le Premier ministre ne sont pas à remettre en cause. Bonjour mesdames. Pour vous, il n'y a pas de fracture entre Gilles Legendre et une partie de la majorité? Alors, c'est pas ça, c'est qu'il y a certaines députées, on le sait, qui souhaitent que Gilles Legendre ne soit pas à la tête de la présidence du groupe pour diverses raisons. Ça date pas de même, non, ça date même de la deuxième fois où on l'a élu, mais il a été élu. Et puis certains souhaitent son poste, il faut pas s'en cacher, voilà. Certains souhaitent son poste, mais il a été élu et réélu. Donc je veux dire, il n'y a pas de débat. Pas de débat donc, mais toujours est-il que l'opposition, elle, s'en amuse. C'est risible. Ce qui est encore plus risible, c'est quand on comprend que la fuite de cette note vient de l'Élysée. Donc qu'est-ce qui se passe en Macronie? L'Élysée cherche à flinguer le président du groupe parlementaire. C'est quand même invraisemblable. Je crois qu'eux-mêmes s'affligent jour après jour de leur propre spectacle. Donc je ne veux pas en rajouter. Mais c'est effectivement pas la meilleure image du Parlement. Bilan de la journée, Gilles Legendre reste pour le moment président du groupe, aidé par les soutiens des ténors de la République En Marche, le président de l'Assemblée Richard Ferrand et le numéro 1 de l'AREM Stanislas Guerini, qui ont appelé à l'unité pour ne pas ajouter de la crise à la crise. Mais Gilles Legendre apparaît fragilisé, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler dans ma journée à l'Assemblée. Bruno Studer, ça fait franchement pied nickelé toute cette histoire, non? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que le linge sale se lave en famille. Et le linge très sale en famille, et puis il y a des cycles courts et des cycles longs. Peut-il rester patron des députés En Marche à l'Assemblée, Gilles Legendre? Je viens de vous répondre, ça se traite en famille. Ce qui était impressionnant ce matin, c'est qu'on était en réunion de groupe politique et qu'il y avait des live tweets, presque des live Facebook quoi, sur la réunion. C'est un problème interne au groupe majoritaire. Mmh. Et encore une fois, on lave son linge sale en famille. Il y a une fuite quelque part. Hein, vous dites en famille, etc. Mais bon, voilà, c'est tous les Français qui sont au courant maintenant de cette note où Gilles Legendre fait et défait le gouvernement. Il y a une fuite quelque part. Ça peut être l'Élysée, après tout. Non ? Je suis attaché à ce principe que ce qui est dans la famille reste dans la famille. Encore une fois, il y a des cycles de lavage courts, il y a des cycles de lavage longs. Est-ce que vous le soutenez, Gilles Legendre, ce soir ? Vous le soutenez ? Il a votre soutien ? Mais Gilles Legendre, il a été élu par le groupe. Mais vous le soutenez, vous ? Moi, je ne soutiens pas Gilles Legendre, je soutiens la présidence d'un groupe majoritaire qui a été élu. Bon. Jusqu'à la prochaine élection. Jusqu'à la prochaine élection. Vous savez, on a inventé, par exemple, un vote de confiance qui n'en était pas un sur le déconfinement, etc. Il y a d'autres candidats en lice déjà. On les pressent, Roland Lescure ou d'autres. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la majorité ? Vous avez perdu la majorité absolue, il y a un 9e, un 10e groupe. Il y a un problème, non ? Quand on perd la majorité absolue, il y a toujours un petit problème. Maintenant, quand on voit que, en fait, il y a des députés qui n'étaient pas dans la majorité, mais qui, maintenant, qui sont dans un 10e groupe, sont dans la majorité, on peut se dire aussi que la majorité est renforcée. Enfin, vous savez, tout ça, c'est quand même, encore une fois, c'est des histoires qui intéressent assez peu les Français par rapport au sujet qu'on vient de traiter. Je suis certain que c'est pas facile d'être politique. Quand vous la retrouverez, vous parlerez assez peu de qui doit présider le groupe majoritaire. En tous les cas, ça vous fait sourire, Yannick Roder. C'est difficile, c'est presque aussi difficile que prof d'être député, d'être élu, d'être politique. Pour terminer. Oui, c'est sûrement même plus difficile. C'est plus difficile quand même. Oui, parce qu'on comprend bien que les dissensions au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale obéissent à des logiques qui nous échappent. Bien. Voilà. Et donc, mais moi, je suis entièrement d'accord avec monsieur le député qui vient de dire que je crois que les Français ont d'autres soucis en tête, en réalité. Voilà. Allez, c'est dit. On termine comme tous les soirs. Vous allez voir, c'est intéressant. Le jour d'après, c'est une collection d'entretiens thématiques sur les leçons à tirer de cette crise sanitaire. Ce soir, plongé au cœur de ces mots qui nous accompagnent depuis le début de l'épidémie. Entretien avec l'académicienne Barbara Cassin. Regardez. On est où là? C'est magnifique tous ces livres. C'est dans mon bureau. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Et merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes philosophe, philologue, académicienne, aussi helléniste. Et ça tombe bien parce qu'on avait envie de revenir avec vous sur les mots de la crise sanitaire, ces mots qui se sont imposés. On va partir tout simplement de ce mot de crise. Qu'est-ce qu'il signifie, ce mot de crise, et quelles sont les racines de ce mot? Crise, ça vient du grec krinein, qui veut dire juger.
Et donc, ça a donné beaucoup de mots en français, comme critique, par exemple, ou critère. Et en fait, c'est le moment où ça bascule. C'est-à-dire que quand on juge, ça peut passer du blanc au noir. On peut être coupable, innocent. On peut être guéri ou mort. Et on ne sait pas encore de quel côté on va basculer. Non, mais parler de crise, c'est ça. C'est dire, attention, on est sur une ligne de crête et sachons de quel côté on va tenter d'infléchir la chose. Alors ce mot aurait pu être le mot du Covid-19, le mot de crise, et pourtant c'est un autre mot qui s'est imposé depuis des semaines. On va l'écouter, c'est Emmanuel Macron le 16 mars dernier qui l'a prononcé et qui l'a même martelé. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Déclarer la guerre. Déclarer la guerre, voilà. Il l'a Emmanuel Macron. La guerre. Il déclare la guerre, vous dites, le président de la République, lorsqu'il dit ça? Oui, c'est sa fonction d'ailleurs. Hein, c'est le président de la République qui est le chef de l'exécutif qui déclare la guerre. Et là, c'est bien ça. Nous sommes en guerre, c'est une déclaration, au sens strict, de guerre. Alors, il la déclare à personne, il la déclare au virus, mais c'est-à-dire à un ennemi masqué, invisible, etc. Pas à un homme, pas à des hommes, pas à un autre pays. Mais il fait sa fonction de chef de l'exécutif, c'est-à-dire qu'il déclare la guerre. Est-ce qu'il est approprié à la situation, ce mot, selon vous? Il a sans doute une fonction au moment où il l'a prononcé. C'est-à-dire quand il a fait cette déclaration de guerre, il a voulu faire un choc et faire en sorte que, disons, les Français se saisissent du drame sanitaire qui était en train de se jouer. On nous a dit qu'on était en guerre avec les attentats de 2015, à nouveau en guerre avec le virus. Est-ce que les mots gardent leur sens? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce mot-là, si particulier, perde totalement de son sens? Il faut voir pourquoi il est utilisé. Hein. De quoi guerre est-il le nom? Voilà. Il est le nom de la permission de se rassembler derrière un chef et d'utiliser des moyens qui ne sont pas, disons, des moyens de paix, de légalité, de démocratie, la licence d'aller un tout petit peu au-delà de ce qu'on devrait faire si on était en paix. À ce mot de guerre, Barbara Cassin, s'est ajoutée toute une série de mots, un champ lexical qui nous renvoie aussi à la guerre. Hein. Je pense à ces zones vertes, ces zones rouges, le mot de rationnement, le mot d'attestation, le mot de pénurie, première ligne, être au front, les deuxièmes lignes. Dans quelle ambiance ça nous met, ça? À quoi ça nous renvoie surtout? Dans quel rapport au monde ça finit par nous influencer, nous structurer? Oui, bien sûr, c'est fait pour qu'on ait peur et que cette peur nous permette de nous comporter correctement, c'est-à-dire de garder la distanciation sociale, comme on dit, et d'effectuer les gestes barrières et de ne pas aller voir ceux qui sont malades et de ne pas embrasser ceux qu'on a envie d'embrasser. La peur nous rend dociles, obéissants, disciplinés. Oui, il n'y a pas grand-chose d'autre à part l'intelligence. C'est ou la peur ou l'intelligence. Et le président de la République a choisi la première option, selon vous? Non, il est trop intelligent pour n'avoir choisi que la première option. Mais il a misé sur la première option pour nous rendre intelligents. Il y a une expression aussi qui a pu surprendre, brigade d'anges gardiens. Celle-là, c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui l'a utilisée lors d'une de ses conférences de presse. Ça vous surprend, cette expression-là? Ça vous choque? C'est une absurdité grave. Brigade, ça rappelle des souvenirs pas très agréables.
quand on avait vécu la dernière guerre. Moi, j'ai des amis de l'âge de mes parents qui sont devenus horrifiés à cette mention. C'est des souvenirs impossibles. Donc on ne peut pas parler de brigade. Alors, brigade d'anges gardiens, est-ce que ça change beaucoup de choses de mettre la Bible et le catéchisme avec brigade? Je ne suis pas sûre. Hein. On va jeter un voile pudique sur ce terme. C'est de la maladresse. Comment expliquer ça? Ou c'est de l'amnésie? C'est quoi? Oh, il n'a pas l'âge de se souvenir vraiment des choses. Oui, il est probablement maladroit, mais bon, disons qu'on peut oublier. Hein. Simplement, alors, ça serait bien que les anges gardiens en soient. C'est-à-dire que, par exemple, ils puissent faire en sorte que, dans les foyers qu'ils vont visiter, où il n'y a peut-être pas de quoi bouffer, ils apportent. Ils pourraient protéger. Pas seulement protéger de la maladie, mais protéger de tout ce qui tue à côté de la maladie et en même temps que la maladie. Les brigades, il faut le rappeler, hein, il s'agit, dans la bouche du ministre, des personnes, des équipes chargées de remonter au fond les différents cas contacts des personnes contaminées. Il y a une forme d'inversion des choses, selon vous? Non, c'est malheureusement pas vraiment inversé. Oui. Le mot de brigade contient ça. Moi, je vois dans mon quartier partir des brigades de motards. Et là, j'ai bien envie de parler de brigade. Alors, je veux bien qu'il y ait des brigades d'anges gardiens, mais alors qu'ils fassent un travail d'anges gardiens. Je comprends. Je vous soumets un nouveau mot, distanciation sociale. Alors celui-là, tout le monde l'emploie. Il vient également de nos élus, hein, de nos représentants au départ. Comment on peut comprendre ce mot-là? Pourquoi n'a-t-il pas été utilisé à l'expression de distanciation physique? Qu'est-ce que c'est la distanciation sociale? C'est une erreur. C'est une erreur de casting, une erreur de vocabulaire. Évidemment que c'est une distanciation physique. Je peux comprendre distanciation, qui veut dire que nous avons à être actifs pour tenir nos distances. Donc, éloignement est un peu plus, passif ou exige moins d'action. Alors donc, mettons distanciation. Mais sociale, c'est absurde. Social, ça a l'air de vouloir dire, et malheureusement, ça risque d'avoir été aussi le cas, que ça creuse les inégalités sociales. Social est quand même le mot qui est apparié à inégalité. Donc, la distanciation physique, locale, celle qui détermine la distance de non-contagion, de moindre contagion entre deux personnes, parfait. Social, pour moi, c'est vraiment une erreur de vocabulaire, encore une. Merci Barbara Cassin. Je voudrais, pour terminer, vous poser la question du pouvoir des mots, que vous connaissez bien. Ces mots-là, ces mots de la guerre, ces mots qui vivent avec nous, ils vont nous suivre longtemps. Ça va laisser des traces. Ils vont co-vivre. Ils vont co-vivre avec nous. Non, je sais pas. Ça sera. On est quand même très libre, hein, très libre d'utiliser les mots qu'on veut, très libre de vivre en ouvrant ou en fermant. Donc voilà, ouvrons les mots aussi. Mais la philologue que vous êtes considère qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises dans l'emploi, ou le choix même de certains mots. Bah oui, mais c'est toujours le cas. Vous savez, les philologues sont toujours grincheux. Voilà. Merci pour cette analyse des mots de la crise. Merci beaucoup, Barbara Cassin. Merci à vous. Voilà, il faut ouvrir les mots, nous dit Barbara Cassin. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, votre soirée documentaire, La mort du pharaon, Anwar El Sadat et les fous de Dieu. À demain.